bienvenue dans cette séance qui sera la dernière séance consacrée à l'expansion européenne au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la première séquence du programme d'histoire de la classe de 4e. Et après avoir découvert la logique inhumaine mais ô combien commerciale de la traite négrière et du commerce triangulaire dans l'Atlantique, nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'économie de plantation dans les colonies. Ce qui revient à se demander ce que deviennent les esclaves survivants de la traversée de l'Atlantique, du passage du milieu, ceux qui ont été déportés. On les a déportés d'Afrique vers le Nouveau Monde, d'accord, mais pour en faire quoi ? Eh bien, tu vas le découvrir au cours de cette séance. Et nous allons nous demander plus globalement comment l'économie de plantation est-elle organisée dans les colonies des Antilles françaises au XVIIIe siècle. Et donc, dans un premier temps, nous allons planter le décor spatial de notre séance et découvrir que les Antilles, qu'on appelle aussi les îles du vent, on pourrait tout aussi bien les appeler les îles à sucre de l'Europe et particulièrement de la France. Alors, il n'est peut-être pas inutile de te rappeler que les Antilles, qu'on peut aussi appeler les Caraïbes ou l'espace caribéen, c'est un ensemble d'îles et d'archipels qui sont situés à l'ouest de l'océan Atlantique et qui sont face à l'Amérique centrale, mais aussi à l'Amérique du Nord. Donc c'est une des 3 destinations majeures du commerce triangulaire, la traite atlantique, avec l'Amérique du Nord plus au nord et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, avec en particulier le Brésil. Je te rappelle aussi que cet espace qui a été très disputé pendant la guerre de 7 ans, entre 1756 et 1763, est occupé, colonisé, mis en valeur par les Britanniques, notamment à la Jamaïque, par les Espagnols, notamment à Cuba, mais aussi par les Français, notamment la Guadeloupe, la Martinique et l'île de Saint-Domingue. Alors, puisqu'on parle de Saint-Domingue, il vaut peut-être mieux s'assurer que tu sais placer l'île de Saint-Domingue précisément sur une carte des Antilles. Donc, c'est la grande île qui se trouve à l'est de Cuba et qui est une île partagée en 2 parties inégales. La partie de gauche, donc la partie à l'ouest, qui est la plus petite, qui doit représenter le quart seulement de l'île, c'est la partie française, donc celle de Saint-Domingue, alors que le reste appartient aux Espagnols, si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, l'île est coupée en 2, sauf que Saint-Domingue est devenu Haïti, pays indépendant, et qui accessoirement est connu pour être le pays le plus pauvre au monde. Et la partie à l'est est devenue la République dominicaine, qui est souvent considérée comme un petit paradis touristique pour ceux qui aiment les Antilles en particulier. Avant de nous intéresser à la description d'une plantation coloniale, il est intéressant de se demander qui habite les îles à sucre. Et on dispose de statistiques très précises que tu as sous les yeux, du moins pour ce qui concerne les possessions coloniales françaises des Antilles, autrement dit la Caraïbe française. Et nous avons des statistiques qui remontent à 1788, c'est-à-dire
ce qui pour les historiens est la fin du XVIIIe siècle, puisque nous sommes à la veille de la Révolution française, et on se rend compte déjà à la proportionnalité de la taille des cercles graphiques, les graphiques circulaires, et bien déjà que Saint-Domingue est de loin l'île la plus peuplée de la Caraïbe française, devant la Guadeloupe et la Martinique. Et on se rend compte ensuite, donc Saint-Domingue a un petit peu moins de 500 000 habitants, mais il y en a 5 fois plus finalement qu'à la Guadeloupe ou qu'à la Martinique. Mais ce qui est intéressant aussi et surtout, c'est de savoir qui, parmi les 455 089 habitants recensés à Saint-Domingue, côté français, qui fait partie de cette population, sachant qu'on a distingué les Blancs, c'est-à-dire les colons et leurs familles d'origine européenne et donc française, les esclaves, c'est-à-dire les holodaïkianos embarqués par centaines de milliers, par millions dans les navires négriers du commerce triangulaire. Et cette population intermédiaire, constituée des mulâtres ou des mulâtresses pour les femmes, et qui sont considérés comme des hommes libres ou des femmes libres de couleur, c'est-à-dire le fruit de l'union, en général non reconnu devant le mariage par l'Église, le fruit de l'union d'une esclave noire avec un propriétaire blanc, le propriétaire blanc ayant reconnu l'enfant né de cette union. Donc ce sont, pour faire simple, ce sont des métis. Eh bien on constate, c'est assez simple à commenter, que la très grande majorité de la population, plus de 90% de l'île de Sainte-Lucie, la proportion la plus basse, c'est la Martinique, 77,4%. L'écrasante majorité de la population est constituée des esclaves. Et que les blancs, les colons blancs, représentent une infime minorité, ainsi d'ailleurs que les mulâtres, puisque les blancs ne représentent que 6% de la population de Saint-Domingue, et que cette proportion grimpe entre guillemets à 17,5% en Martinique, mais ça fait toujours moins de 1 habitant sur 5. Donc très clairement, les blancs sont très minoritaires par rapport aux noirs, et c'est pas une donnée à oublier parce que ça va avoir des conséquences sur les relations entre les propriétaires blancs et leurs esclaves noirs. Ce que nous montrait pas le document précédent, mais ce que va nous montrer le graphique que tu as sous les yeux, c'est que non seulement Saint-Domingue est devenue l'île la plus peuplée des possessions coloniales françaises des Antilles du XVIIIe siècle, mais que la population a grimpé en flèche tout au long du XVIIIe siècle, parce que si tu regardes la courbe en pointillé rouge, et si tu regardes bien son échelle qui se trouve sur la droite du graphique, eh bien tu découvres qu'en 1710, il n'y avait pratiquement pas d'esclaves sur l'île de Saint-Domingue, mais que vers 1730 environ, c'est-à-dire à peu près une trentaine d'années après le début du graphique, eh bien, on compte déjà 100 000 esclaves installés à Saint-Domingue, et que de 100 000 esclaves vers 1730, on arrive à 500 000 au moment où a éclaté la Révolution française à Paris, en 1790. Donc c'est une augmentation extrêmement brutale et qui en dit long
sur la vigueur de la traite atlantique, du commerce triangulaire d'une part, et qui en dit long sur l'intérêt commercial que les commerçants français ont accordé à l'île de Saint-Domingue. Parce que si la population du nombre des esclaves flambe littéralement au XVIIIe siècle, c'est aussi parce que la production sucrière suit le même mouvement, c'est-à-dire les barres graphiques en bleu. Alors, on n'a pas des données statistiques pour toutes les périodes. On peut penser que la production de sucre n'était peut-être pas nulle entre 1710 et 1730. Il y avait déjà une production sucrière, simplement on n'a pas de données chiffrées. Par contre, on peut imaginer qu'elle était modeste et que de modeste, elle est devenue très importante puisque en 1790, la production sucrière était équivalente à peu près 850 000 quintaux de sucre. Attention, ne t'y trompe pas, la légende de la production de sucre, elle est à gauche. Donc j'ai bien dit 850 000 quintaux de sucre. Les esclaves déportés à Saint-Domingue, comme partout ailleurs dans le Nouveau Monde, sont destinés à travailler, jusqu'à ce que mort s'en suive, dans les plantations coloniales. Donc il s'agit maintenant de comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, tu as sous les yeux une gravure, alors primitivement en noir et blanc, tirée d'un ouvrage qui a beaucoup marqué son époque, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et que l'on appelle l'Encyclopédie, qui est associée au mouvement des Lumières que tu découvriras dans la deuxième séquence d'histoire d'ici quelque temps. Et cette gravure qui a la précision quasiment d'une photographie, et c'est pour ça qu'elle nous est bien utile, a été colorisée tardivement. C'est donc cette image que je te propose d'étudier maintenant. Et alors cette gravure illustre l'article consacré à l'économie de plantation, et elle nous permet de voir ce qui constitue une plantation, c'est-à-dire les champs. Alors ici c'est de la canne à sucre, mais ça pourrait être du café, ça pourrait être du cacao, sachant qu'en général une plantation va avoir tendance à se spécialiser dans une culture, même s'il n'est pas impossible de trouver des plantations dans lesquelles on puisse faire cohabiter le cacao et la canne à sucre par exemple. Donc les champs de culture, les pâturages qui sont au premier plan. On voit des animaux paître. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait les pâturages l'année précédente constituaient les champs de canne à sucre. Et les champs de canne à sucre, l'année précédente, eh bien, c'était le pâturage. C'est-à-dire que sur une plantation qui peut faire des centaines de carreaux, c'est l'unité de mesure, c'est-à-dire ça peut faire plusieurs centaines d'hectares, eh bien, sur cet immense espace, on ne cultive pas 100% de la terre. Tout simplement parce que la canne à sucre est une plante exigeante qui fatigue le sol. Il faut donc laisser le sol se reposer une année sur deux. Et donc, quand la première année, le sol a été cultivé en canne à sucre, la deuxième année, le sol est laissé en pâture, c'est-à-dire en jachère, c'est-à-dire qu'on n'y cultive rien, ce qui permet aux animaux du domaine de brouter tranquillement et de fumer le sol, c'est-à-dire d'enrichir le sol par leur excrément, ce qui fait que l'année suivante, on pourra à nouveau cultiver en canne à sucre et on transférera la partie cultivable sur le pâturage de l'année précédente. On trouve ensuite les bâtiments qui sont indispensables à la culture de la canne à sucre. Ils sont sur la droite de l'image,
avec en particulier le moulin à eau, la sucrerie proprement dite et l'étuve où sèchent les pains de sucre. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Et puis bien sûr, la plantation est un cadre de travail mais aussi de vie. Donc on va trouver la maison du maître en haut à gauche, que surplombe le village des Casanègres, c'est-à-dire le village des habitations des esclaves. Tu as sous les yeux la reconstitution d'une case, d'une famille d'esclaves qui travaillaient sur une plantation du XVIIIe siècle. Et cette reconstitution correspond assez fidèlement à la description qu'en donnait déjà un témoin de l'époque, un Français blanc, un ami, un membre de la Société des Amis des Noirs française, qui militait pour la fin de l'esclavage, qui entendait dénoncer les conditions de vie inhumaines des esclaves. Et le fait est que la case des esclaves n'est pas très confortable. D'abord, il n'y a pas besoin d'un architecte pour construire une case, puisqu'en fait, c'est une seule et unique pièce, sans fenêtre, avec ou une seule petite fenêtre dans le meilleur des cas, avec une seule porte d'entrée. Bon, il faut dire que la case, elle est fabriquée avec les matériaux du bord, c'est-à-dire ce qu'on trouve sous la main, c'est-à-dire un peu de bois, du torchis, c'est-à-dire un mélange de terre grasse et de bouse de vache, et comme toiture, eh bien, la paille de la canne à sucre que l'on a récoltée. Donc c'est pas des matériaux qui coûtent bien cher, hein, c'est moins qu'on puisse dire, et la main d'œuvre est fournie par l'esclave et sa famille qui vont construire la case. Ben, s'ils veulent dormir avec un toit sur leur tête, au-dessus de leur tête, ils n'ont pas le choix. Et donc ces cases sont vraiment très très peu confortables, et il y est interdit d'y faire du feu pour cuisiner, parce que c'est pas tellement pour se réchauffer, hein. Dans les Caraïbes, il fait une 30 degrés à peu près en permanence, donc c'est pas tellement pour se chauffer qu'on aurait besoin de faire du feu, mais plutôt pour sécher l'humidité ambiante et puis pour cuire les aliments. Et il est interdit de faire du feu dans les cases parce qu'elles sont hautement inflammables, et comme les cases sont très très rapprochées les unes des autres, eh bien le risque est grand de déclencher un incendie qui détruirait l'ensemble du village des cases. Les esclaves déportés à Saint-Domingue, comme partout ailleurs dans le Nouveau Monde, sont destinés à travailler, jusqu'à ce que mort s'en suive, dans les plantations coloniales. Donc il s'agit maintenant de comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, tu as sous les yeux une gravure, alors primitivement en noir et blanc, tirée d'un ouvrage qui a beaucoup marqué son époque, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et que l'on appelle l'Encyclopédie, qui est associée au mouvement des Lumières que tu découvriras dans la deuxième séquence d'histoire d'ici quelque temps. Et cette gravure qui a la précision quasiment d'une photographie, et c'est pour ça qu'elle nous est bien utile, a été colorisée tardivement. C'est donc cette image que je te propose d'étudier maintenant. Et alors cette gravure illustre l'article consacré à l'économie de plantation, et elle nous permet de voir ce qui constitue une plantation, c'est-à-dire les champs. Alors ici c'est de la canne à sucre, mais ça pourrait être du café, ça pourrait être du cacao, sachant qu'en général une plantation va avoir tendance à se spécialiser dans une culture, même s'il n'est pas impossible de trouver des plantations dans lesquelles on puisse faire cohabiter le cacao et la canne à sucre par exemple.
Donc les champs de culture, les pâturages qui sont au premier plan. On voit des animaux paître. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les pâturages l'année précédente constituaient les champs de canne à sucre. Et les champs de canne à sucre, l'année précédente, eh bien, c'était le pâturage. C'est-à-dire que sur une plantation qui peut faire des centaines de carreaux, c'est l'unité de mesure, c'est-à-dire ça peut faire plusieurs centaines d'hectares, et bien sur cet immense espace, on ne cultive pas 100% de la terre, tout simplement parce que la canne à sucre est une plante exigeante qui fatigue le sol. Il faut donc laisser le sol se reposer une année sur deux. Et donc, quand la première année, le sol a été cultivé en canne à sucre, la deuxième année, le sol est laissé en pâture, c'est-à-dire en jachère, c'est-à-dire qu'on n'y cultive rien, ce qui permet aux animaux du domaine de brouter tranquillement et de fumer le sol, c'est-à-dire d'enrichir le sol par leur excrément, ce qui fait que l'année suivante, on pourra à nouveau cultiver en canne à sucre et on transférera la partie cultivable sur le pâturage de l'année précédente. On trouve ensuite les bâtiments qui sont indispensables à la culture de la canne à sucre. Ils sont sur la droite de l'image, avec en particulier le moulin à eau, la sucrerie proprement dite et l'étuve où sèchent les pains de sucre. J'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure. Et puis bien sûr, la plantation est un cadre de travail mais aussi de vie. Donc on va trouver la maison du maître en haut à gauche, que surplombe le village des Casanègres, c'est-à-dire le village des habitations des esclaves. Et voici, vu sous un autre angle, une plantation. Alors d'ailleurs, il y a bien des chances pour que ça soit la même, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Parce que de toute façon, même s'il n'existe pas de modèle unique, comme il n'en existe pas non plus pour les églises, hein, il n'y a pas deux églises qui se ressemblent, j'imagine que c'est la même chose pour les plantations, elles ont toutes une particularité, mais grosso modo, elles sont quand même bâties un peu sur le même plan, et on peut penser que cette vue d'une plantation ressemble comme une sœur à celle de toutes les autres plantations des îles des Caraïbes, en particulier